Donc là, on va commencer la séance des questions. Il y a pas mal de questions déjà qu'on a reçues. Je commençais par une première pour Eric. Quand est-ce qu'on peut décider de reprendre chirurgicalement un malade pour un mismatch? Oh là, ouais, au secours. Ah, c'est une Ah, question qui est posée. non, c'est vraiment une réponse que je pourrais pas donner. Je vais botter en touche en vous disant qu'il y a d'abord quand même de nombreuses erreurs. Il faut faire attention à ça. Je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous avez confié votre patient à un bon chirurgien qui fait bien le boulot, le risque, c'est quoi? C'est le chirurgien pressé hein, qui décalcifie moyennement, qui ne fait pas le job pour essayer d'implanter la prothèse la plus large. Ensuite, imaginez la caricature, vous avez confiance dans votre chirurgien, il a bien bossé, vous avez mis la prothèse, il a mis la prothèse maximale qu'il pouvait mettre, avant de vous dire que vous allez réopérer un patient, mais pour une prothèse normale, simplement, elle est hélas un peu petite par rapport à, moi personnellement, j'y vais pas. Après, les méta-analyses, vous les connaissez, il y a des grandes discussions. En ce qui concerne y a-t-il ou non association de mismatch avec morbi-mortalité. Il y a certains auteurs, notamment qui fréquentent souvent l'AMCAR et qui sont en faveur de ça, mais on va dire raisonnablement que dans l'immense majorité des papiers, on n'a rien de démontré formellement. Donc c'est une prothèse normale, et avant d'aller enlever une prothèse normale, il faut vraiment de très gros arguments qu'on n'a pas souvent. Il faut faire un cathé avant? Je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. Je pense pas qu'il faille faire un cathé. Je pense que si vous êtes sûr de votre coup, après, si le patient est symptomatique, ça va être une discussion compliquée. Alors, il y a ceux qui croient au fait qu'on va mettre une nouvelle prothèse différemment, avec des profils différents, avec des implantations éventuellement supra-annihilaires. Enfin, les chirurgiens vous raconteront ça mieux que moi. Mais j'essaye vraiment de puiser dans ma mémoire. Je n'ai jamais été confronté à des cas pareils. Mais on a sûrement des bons chirurgiens comme vous. D'accord. Merci. Restez avec nous, Eric. Donc, on Ouais. va passer à une deuxième question pour Marie-Christine. Alors, un patient qui a une histoire d'embolie coronaire résolue. J'ai un patient qui a une prothèse aortique. C'est un malade qui a bien évolué. Est-ce qu'il faut aller explorer, changer la valve? Sur une prothèse mécanique, je suppose. Oui, j'imagine. Ouais, c'est une question. Il faut déjà regarder l'hémodynamique de la prothèse. Il faut faire un scanner pour vérifier s'il n'y a pas. Alors, ça dépend de la date aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose. Comme je vous dis, ça peut être des panus qui vont être obstructifs et sur lesquels vont se greffer du thrombus. Donc, il faut explorer cette malade. Bien évidemment, la changer, j'en sais rien. Il faut déjà, les embolies coronaires, c'est quand même pas une manifestation si fréquente que ça. Et puis, il faut naturellement vérifier si la prothèse est sténosante. Et l'écho va vous donner les gradients, mais le thrombus, c'est le scan qui va vous l'amener, avec une réserve, parce que c'est pas aussi évident que ça. J'ai eu des patients, des exemples où le scanner n'a rien dit, et devant l'ascension des gradients, on a opéré les malades, et il y avait du thrombus qui n'a pas été vu par le scanner. Donc, il faut savoir à qui on envoie le scanner. Hein. Il faut aussi peut-être vérifier est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'anticoagulation avant. Pourtant, parce que ça, bien évidemment, ça, j'en parle même pas, mais c'est clair qu'il faut éduquer les malades, il faut les surveiller, leur apprendre à mesurer eux-mêmes leur INR. Je veux dire, les régimes ne sont jamais suivis, enfin, les erreurs, c'est une catastrophe. Une prothèse mécanique, c'est quand même un gros handicap dans une vie. Hein. Comme disait Pierre, c'est remplacer une maladie par une autre. Merci. Brahim, pour les bioprothèses, comme tu sais, des bioprothèses, il y en a plusieurs. Ils diffèrent énormément, malheureusement. Ils ne sont pas tous, que ce soit le design, que ce soit le tissu péricardique ou porcine. Je pense qu'il est important, quand on pose une bioprothèse, de poser une taille assez confortable, surtout sur le patient âgé, parce que l'éventualité d'un TAVI est une valve. Et surtout, éviter certaines prothèses, l'architecture de certaines prothèses sont un peu incompatibles avec un TAVI ultérieur. Alors la question qui est posée, en fait, c'est pour les patients qui ont une insuffisance rénale. Est-ce qu'il y a une interaction dans le choix de la prothèse biologique ou mécanique?
Est-ce que le métabolisme phosphocalcique chez Oui, pour les insuffisants rénaux, en général, même si bien sûr la coagulation pose encore problème, mais les bioprothèses ne sont pas indiquées étant donné qu'elles peuvent se calcifier rapidement, donc c'est problématique. En général, pour les insuffisants rénaux, c'est une mécanique quand même. Moi, je vais vous poser une question par rapport au diagnostic sur des TAVI, par rapport aux thromboses ou aux endocardites. Comment vraiment faire le diagnostic et comment s'aider de l'imagerie multimodalité, sachant que déjà sur des prothèses mécaniques classiques, le diagnostic d'une endocardite ou d'une thrombose est difficile à faire. Là, vous avez un TAVI, vous avez une prothèse, vous avez une valve calcifiée, vous avez des calcifications. Quelle est la place de l'imagerie multimodalité et quelle est la stratégie ou la hiérarchie des examens complémentaires pour ce genre de diagnostic? Comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de thromboses de bioprothèses, qu'elles soient chirurgicales ou implantées par voie percutanée, qui donnent des images anormales, mais sans augmentation des gradients, donc sans éléments sénosants. C'est cette fameuse sémiologie au scanner qu'on voit très bien avec ces échos hypodenses ou cette limitation de la cinétique. Si le malade a des gradients élevés, et ça repose sur votre examen, c'est-à-dire que votre malade, vous le voyez en post-opératoire, vous faites ses paramètres de base, son carnet de prothèse, bien fait, dans les mêmes incidences, puis vous allez le suivre à 30 jours, et puis les recommandations nous disent une fois par an. Et là, je n'ai pas eu le temps de vous montrer un exemple que j'ai fait il y a juste 8 jours, où j'ai eu un malade qui avait 1,5 de Vmax en post-op fin 2019 et qui a eu 2 mètres l'année dernière. Et je l'ai revu là, il y a quelques semaines, avec 3 mètres par seconde, absolument asymptomatique. J'ai fait le scan, j'ai vu ces images-là de thrombose et de limitation de la cinétique et je l'ai remis aux anticoagulants. Donc, c'est le suivi qui va vous permettre de... Soit c'est asymptomatique, et les publications nous montrent que c'est fréquent, mais que les manifestations cliniques, en particulier emboliques, sont exceptionnelles. Et donc, ça n'a pas été suffisamment sévère pour changer les recommandations. C'est-à-dire que les recommandations ne nous recommandent pas de donner des anticoagulants systématiques après une pause de TAVI, ce qui est quand même l'assurance que c'est tout à fait exceptionnel. Donc, ça repose sur, bien sûr, les symptômes, l'enregistrement des gradients, et en sachant que ça peut être très fréquent, sans augmentation des gradients et sans signe clinique, et que ça sera visible exclusivement au scan. Je ne sais pas si Hélène est dans la salle et veut répondre à ça, parce qu'elle connaît peut-être beaucoup mieux que moi le problème des thromboses des TAVI. Non. Elle est là. Bon. Hein? Ah, d'accord, merci. Restez toujours pour les prothèses mécaniques. Moi, je n'ai pas vu la fluoroscopie, la scopie pour les ailettes. Enfin, pour les thromboses obstructives. Si, j'en ai largement parlé, je crois, je vais répéter, bien sûr. Est-ce que vous la placez avant le TO ou après le TO? C'est ça ma question, en fait. Le TO, je ne peux pas claquer dans les doigts et avoir une TO comme ça. Il faut que le malade soit à jeun, il faut avoir l'anesthésiste ou le faire. Enfin bon, si je suis à l'hôpital, il y a les cathétériseurs qui sont à côté, je vais les voir, je dis écoute, tu ne peux pas me regarder la valve au radiocinéma. C'est la première chose qu'on fait. Après, vous avez le gradient transprothétique ou la fuite anormale, donc vous avez déjà votre suspicion et vous prenez le temps d'avoir la disponibilité de votre écho transésophageien, vous laissez votre malade à jeun, puis vous lui faites et vous avez l'examen. Donc ça, c'est facile, mais il faut naturellement faire du radiocinéma, ça ne coûte rien et c'est hyper disponible. Donc, bien évidemment, sur les prothèses à ailettes. Je rajouterais juste de mon expérience de 20 ans de soins intensifs, à temps plein, parfois c'est l'examen juste après le transthoracique. Sur un patient en œdème pulmonaire asphyxique, en choc cardiogénique, après le transthoracique, un cinévalve, et c'est parfois au bloc opératoire qu'on fait l'échographie œsophagien et le chirurgien confirme la thrombose de prothèse qui crée une situation hémodynamique très instable. Alors, Pierre Vladimir, tu peux rester donc au micro. On profite donc de ta présence devant le pupitre pour te poser la question suivante par rapport à la réalisation d'un TEP dans le cadre des endocardites infectieuses. Où est-ce que tu places cet examen? Est-ce que c'est un examen de réalisation précoce, surtout quand l'échographie transœsophagienne
est peut-être normal, comme tu l'as montré. Donc, quelle est, encore une fois, la hiérarchie des examens complémentaires et à quel moment du raisonnement tu placerais cet examen? Alors, en fait, je ne connais pas la situation, par exemple, au Maroc. Est-ce que c'est un examen qui est disponible comme à Henri Mondor ou Justement, voilà. ça va peut-être nous permettre de stratifier, parce que ce n'est pas un examen qu'on a comme... on ne l'a pas à large à main nue de façon... voilà, on demande un PET et on l'a de suite. Et justement, c'était pour nous aider dans le raisonnement et l'aide à la stratégie diagnostique, pour nous permettre de voir quels sont réellement les patients qui peuvent en bénéficier et quels sont les patients, justement, qui peuvent en tirer bénéfice. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup pratiqué sans TEP scan, d'accord, et on n'avait pas l'impression de rater beaucoup de diagnostics. Je dirais qu'un élément fondamental, il faut se baser sur les critères de Duke, et donc s'acharner avec les microbiologistes à identifier donc, la situation septique. Déjà, on a toujours l'équation matériel étranger, prothèse plus sepsis. Attention. C'est une endocardite, c'est le diagnostic en tout cas à rechercher activement. Après, moi je prône toujours la répétition d'examens simples comme l'échographie transthoracique et transœsophagien le plus possible si vous avez toujours un doute diagnostique. Et si l'examen transœsophagien et transthoracique vous donne la solution, surtout, ne vous acharnez pas à rechercher un TEP scan sur le territoire. C'est inutile. Il faut surtout faire le bilan des embolies systémiques et surtout traiter, c'est ça l'urgence, c'est une thérapeutique adaptée aux germes le plus précocement possible. Parce qu'il y a en fait, dans notre expérience, de nombreux faux positifs avec le TEP scan, et qui parfois troublent le diagnostic. Donc, pour moi, il faut avoir du bon sens, rechercher des localisations extracardiaques à l'endocardite, et vous pouvez vous passer des examens compliqués comme les scintigraphio-leucocytes, les TEP scans, et voire même les scanners cardiaques. Je dirais, ce qui est plus important, c'est de faire un scanner, une imagerie cérébrale, une imagerie de la rate, du foie, pour rechercher des localisations septiques qui, en fait, vont vous donner la clé. Et surtout, l'urgence, encore une fois, c'est l'antibiothérapie adaptée avec l'aide des infectiologues. Et le timing de la chirurgie, en fait, c'est une question très complexe. Et parfois, il vaut mieux temporiser, surveiller le patient étroitement. Parce que la chirurgie précoce non plus n'est pas une solution. Merci beaucoup. Donc une dernière question qui vient de l'assistance pour le professeur Amri Rachida, avant de conclure. D'accord. Donc, merci pour cette session qui est très, très, très intéressante. Donc ma question, c'est pour le professeur Abergel. Par rapport à l'équation de Bernoulli et à son applicabilité sur la surveillance en pratique des gradients, et à quel point on peut lui faire confiance, surtout sur un système d'ailette dans la hauteur, il est en moins de 1 cm, et à quel point on pourra extrapoler pour la vitesse de sortie. Et quand on sent qu'il y a un faux gradient, des fois on a des gradients, mais on a le sentiment que c'est un faux gradient. Moi personnellement, je ne sais pas, je me mets sur la fuite mitrale, et si j'ai une PVG qui est rassurante, je me dis probablement c'est un faux gradient parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir un KT qui nous fait la différence entre les... Donc j'aimerais bien avoir vraiment votre expérience sur l'équation de Bernoulli, comment vous faites dans ces situations-là. Merci. Eh bien, c'est une gentille question pour terminer, extrêmement compliquée évidemment parce que j'ai pas la solution, mais est-ce que vous me permettez de montrer 1 ou 2 diapos ou pas? C'est possible? Oui, je partage mon écran vite fait, juste, voilà. Donc, ce que je voulais, je vais répondre à la question à travers ça. Effectivement, ce que dit la collègue,
et elle a raison, c'est que, si vous voulez, quand vous faites de l'écho, vous appliquez delta P égale 4V2. Et il y a d'autres facteurs qui interviennent dans l'équation de Bernoulli qui sont très importants et qui sont, par exemple, l'accélération du flux au moment où le ventricule se contracte, ou encore ce qu'on appelle la viscosité du sang. Et tous ces éléments-là vont faire varier la vitesse. Quand un VG est très contractile, la vitesse va augmenter. Et en appliquant Bernoulli simplifié, on va décréter que toute augmentation de vitesse, en fait, est ce qu'on appelle d'origine convective, c'est-à-dire directement liée à l'importance de la sténose. Et pour aller très vite, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va se retrouver, je vous fais la liste de ce qui me paraît être les situations où effectivement, ça répond indirectement à ce que vous avez dit, méfiez-vous, le gradient écho peut être anormalement élevé, effectivement par rapport au KT, mais comme vous l'avez dit aussi, vous n'avez pas forcément faire un KT, et donc voilà des situations où vous pouvez tolérer un gradient écho peut-être plus élevé que ce à quoi vous attendez sans pathologie. On a largement parlé donc des prothèses à ailettes avec le G central. Il y a cette notion de restitution de pression qui fait que systématiquement au KT, on va trouver plus bas. Mais il y a aussi des choses simples. Prenez une prothèse normale. Dans Bernoulli simplifié, la vitesse d'amont, donc la vitesse dans la chambre de chasse, on la néglige. Alors, dans un rack serré, très bien, mais là, dans la prothèse normale, la vitesse sous-aortique, elle n'est pas du tout négligeable. Et donc, par essence, dans les prothèses normales, on va avoir des gradients plus élevés. Quand un VG est très hypercontractile, on va avoir des gradients anormalement élevés. Quand on a une anémie, la viscosité diminue, on va avoir des gradients dopés. Et je vous montre cet exemple intéressant, notamment dans le valve-in-valve. Voilà ici tiré d'un très bon papier d'Abbas, où vous avez cette situation où, à la sortie, si j'ose dire, du valve-in-valve, le gradient moyen est à 40 mm de mercure, sur une prothèse, a priori, où tout s'est bien passé, et le gradient OKT simultané est beaucoup plus bas, il est à 11 mm de mercure. Donc, pour répondre à la question, attention à ces circonstances qui peuvent doper le gradient, et je reviens à ce qu'on disait tous tout à l'heure, l'importance vitale d'un écho bien fait, basique. Alors, juste un mois, moi, ça me paraît un peu simpliste, parce que dans la réalité, c'est impossible. Chez nous, le patient, il reste 10 jours à l'hosto, après, il fait 3-4 semaines de réadaptation. Vous n'allez pas lui imposer de venir vous voir immédiatement. Donc, c'est pour ça que 2 mois me paraît raisonnable et vivable. Et à ce moment-là, vous avez les clés en main. Si vous faites le bon boulot, si vous faites les bonnes mesures, vous ne serez pas embêté. Il vous sera très facile d'éliminer le mismatch, d'éliminer tout ça. Et bien sûr, d'avoir un suivi de qualité. Merci beaucoup, Eric. Merci, Marie-Christine. Merci, Brahim. Merci, Pierre-Vladimir. Merci, Aïcha. Merci, Saïd. Merci à toute l'assistance.